bonsoir ceux qui sont là physiquement ainsi que ceux qui nous écoutent virtuellement pour cette conférence dédiée au logement social et au logement abordable à Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel d'excellents speakers qui vont pouvoir partager avec vous l'ensemble de leur savoir-faire, de leur expérience. Il est nul besoin de rappeler à quel point la question du logement est aujourd'hui centrale à Luxembourg, centrale évidemment pour tout le monde en tant qu'individu, mais également centrale pour la société luxembourgeoise et centrale pour le développement économique du pays. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour commencer par vous présenter nos différents intervenants. Donc, à ma gauche, Jean-François Prévost, qui est le CEO de Quadral, une entreprise donc implantée à Metz, en France, qui regroupe 350 employés avec un chiffre d'affaires annuel de 68 millions d'euros. Donc, Quadral, c'est 20 ans d'expérience dans le logement social et dans les services immobiliers. Donc, spécialisation, comme je le disais, dans les ventes de logements sociaux, dans l'évaluation immobilière, le property management, les services immobiliers digitaux et le property development. À sa gauche, nous avons Joël Stevens. Après un bref passage par l'ULZ en tant que chercheur, il a rejoint la Société Wallonne du logement, puis la Société Wallonne de crédit social. En 2010, il a intégré le Conseil supérieur du logement, qui est un organe consultatif du Parlement. En 2018, il a rejoint le pôle logement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. C'est une fonction consultative de la Wallonie. Et il est actuellement membre du comité de direction de la SWCS. À sa gauche, nous avons le plaisir d'accueillir Charles-Antoine de Theu de Montsardin. Charles-Antoine, après avoir obtenu une licence en droit de l'Université catholique de Louvain en Belgique, fonda en 1985 Agriland SA, dont l'activité consiste à exploiter des terres agricoles pour compte de tiers. 10 000 hectares sont actuellement exploités. Il rejoignit Villeroy et Bord, Luxembourg Art de la Table en 1988 et démissionna de son poste de gérant en 2012 pour fonder la société Heliosmart SA, qui développe des logements abordables répondant aux principes de l'économie circulaire. Le premier projet a été livré en 2018 et d'autres projets sont en cours. Administrateur également de la fondation Jean l'Aveugle, château de Montsardin en Belgique, Charles-Antoine est également actif dans les domaines de la protection du patrimoine, de la biodiversité et de l'écotourisme. À côté de Charles-Antoine, nous retrouvons Jean-Paul Seuren, qui, après des études d'administration et de gestion à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et une spécialisation en ressources humaines, Jean-Paul a démarré sa carrière professionnelle au sein de la Fédération des artisans, d'abord en tant que conseiller, ensuite en tant que directeur adjoint. Il était responsable du secteur de la construction. En 2002, il rejoint une entreprise de construction et de promotion immobilière de renommée en tant que directeur administratif et financier. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière dans le domaine de la promotion immobilière en tant qu'administrateur auprès du groupe Claude Condrat et promoteur-développeur de projets. Entré au sein du comité de la CICDL en 2008, il en devient le président au 1er janvier 2012. Dans cette fonction, il met l'accent sur le professionnalisme dans les métiers de l'immobilier et l'amélioration de l'image des professionnels, notamment par l'introduction d'un nouveau code de déontologie. À côté de son activité immobilière, il développe sa passion pour le secteur BioHealth. Depuis 2012, il est porteur et co-investisseur du projet House of BioHealth, structure d'accueil pour sociétés innovantes actives dans le domaine des biotechnologies, cleantech et ICT Health IT. Les deux premières phases du projet, comprenant quelques 6 400 m² de surface laboratoire et 5 000 m² de bureaux conférences salles, sont aujourd'hui réalisées. Et le lancement de la phase 3 est prévu pour le premier semestre 2019, portant les surfaces à quelques 10 000 m² de laboratoire et 8 000 m² de bureaux. Et enfin, nous retrouvons Jean-Nicolas Montrieux. Jean-Nicolas, après avoir rejoint Inoway en 2010 pour développer la branche réseau d'Inoway en qualité de Chief Operating Officer et mis en place une équipe de syndic de copropriété et de gestion locative, assure aujourd'hui les fonctions de Managing Director d'Inoway Group depuis mars 2021. Il dispose de 17 ans d'expérience dans l'immobilier résidentiel et corporate. Jean-Nicolas est actionnaire d'Inoway Group depuis 2015. Il est spécialisé dans la commercialisation de programmes neufs avec de grands promoteurs de la place luxembourgeoise. Enfin, Jean-Nicolas est membre RICS, Royal Institute of Chartered Surveyors. Depuis 2020, il est également membre du board de l'association LuxPropTech. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on a de très très grands interlocuteurs et nous sommes très contents de les accueillir. Et peut-être, pour commencer par une question
Peut-être pour toi, Jean-François, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des techniques qui ont été utilisées en France, domaine que tu connais bien, pour développer le logement social de l'autre côté de la frontière? Eh ben, bien volontiers, bonjour à tous. Alors effectivement, en France, le modèle du logement social, il s'est construit en gros après-guerre. Et depuis 1977, qui date un peu, il y a un certain nombre de choses qui sont restées relativement stables. On a deux grands types d'opérateurs. On a des opérateurs publics, les offices publics de l'habitat, qui détiennent à peu près 2 millions de logements en France. Et on a des sociétés anonymes d'HLM qui détiennent 2,5 millions de logements en France. Donc ça fait 4,5 millions. Les sociétés anonymes d'HLM étant des SA, mais alors d'HLM, c'est-à-dire à lucrativité limitée. Donc ce sont des sociétés dont les titres s'échangent avec un très faible espoir de réalisation de plus-value, puisqu'on est plafonné à 1,5 fois le nominal, donc c'est rien. Les distributions de dividendes sont très basses. Donc là, déjà sur cette partie de la réglementation, la France a fait en sorte de mettre une sorte de couvercle sur les organismes qui possèdent le logement social pour que les revenus initiés par l'activité reviennent alimenter une pompe de développement de logement social. Le deuxième élément, ce sont les aides à la pierre. Au début de la période, donc 1977 à maintenant, l'État versait directement des aides aux bailleurs sociaux qui achetaient des terrains et qui voulaient construire. Ça s'est arrêté. Et il y a deux types d'aides à la pierre aujourd'hui. Il y a une TVA réduite à 5,5% sur tous les actes qui concourent à la construction de logements, au lieu de 20% en France. Et puis, il n'y a pas de taxe foncière. Alors, je parle d'un impôt qui n'existe pas partout, mais la taxe foncière, c'est effectivement un impôt qui est lié au fait d'être propriétaire et dont sont exonérés les bailleurs pendant 20 ans, à partir du moment de la construction. Et donc 20 ans, c'est quand même important, parce qu'en gros, la taxe foncière, c'est à peu près un mois de loyer. Voilà, en gros, hein, le coût. L'autre point fort de l'action publique, en fait, pour favoriser le logement social, c'est l'aide à la personne. On fait rentrer dans le logement social des gens qui ont des ressources en dessous d'un certain seuil. En moyenne, pour un ménage, ça va être de l'ordre de 32 35 000 euros, donc c'est relativement faible. Et pour autant, il y a 80% de la population en France qui rentre dans les plafonds du logement social. Donc le logement social, c'est plutôt un logement abordable que véritablement un logement social, puisqu'une grande partie de la population peut y accéder. Après ça, simplement, la solvabilisation des locataires, elle est un peu différente selon le type de ressources. Quelqu'un qui aura vraiment de faibles ressources verra son aide personnalisée au logement très élevée. Elle peut même couvrir le loyer. Donc il y a une très forte solvabilisation du locataire et une réassurance du propriétaire. Puis à l'inverse, quelqu'un qui va un peu mieux n'aura pas d'aide au logement, et donc parce qu'on estime qu'il peut assumer les charges de loyer de son logement. En gros. Hein. Oui, écoute, c'est parfait. Des réponses courtes, concises, comme tu l'as fait, ça permettra de couvrir un grand nombre de sujets. Merci en tout cas. Joël, tu veux peut-être nous donner un éclairage pour la Belgique? Oui, parfait, ça fonctionne. Alors, vous le savez peut-être, la Belgique est un État fédéral et donc il y a 3 régions. Je vais vous parler spécifiquement du cas wallon, puisque le logement est une compétence qui a été régionalisée voici une grosse trentaine d'années maintenant. Alors, comment est-ce que ça a fonctionné de tout temps? J'ai envie de dire depuis 125 ans maintenant. On a eu recours à l'endettement public massif et on a endetté les pouvoirs publics sur plusieurs décennies pour construire à tour de bras et répondre à la crise du logement qui existait après la guerre et un peu au-delà. Et puis petit à petit, on a revu le modèle, la régionalisation est passée par là et on a mis en place un système assez complexe qui organise en fait le logement social autour de structures publiques à partir d'une société faîtière, et qui aujourd'hui compte 63 sociétés de logement dans son giron. Donc vous vous imaginez, à l'échelle de la Wallonie, 3,5 millions de personnes, il y a 63 opérateurs locaux, une société faîtière, un gouvernement là derrière, qui organise des mécanismes assez sophistiqués de financement avec des avances remboursables et des subsides. Alors les sociétés de logement, les 63 sociétés de logement sont des personnes morales de droit public, et ça a une sérieuse incidence en termes de contrainte administrative derrière, puisqu'il y a un organisme de tutelle, la faîtière, qui va autoriser l'emprunt bancaire
qui va autoriser les dépenses, qui va autoriser la programmation de logement. Donc, finalement, ces sociétés sont un peu cadenassées. Elles sont généralement capitalisées par les pouvoirs publics locaux. Et donc, ça amène aussi des frictions et de la complexité dans la mise en œuvre d'une politique plutôt macro. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça fonctionne quand même. Mais à quel coût ? Et ce n'est pas uniquement un coût organisationnel. C'est aussi tout le cadre réglementaire qui va venir contraindre le développement de la politique du logement comme toutes les autres politiques en Wallonie. C'est pour ça que je vous dis que le fait d'avoir des personnes de droit moral, de droit public, c'est vraiment une grande contrainte. On en parlera tout à l'heure. Le partenariat public-privé a été un échec en partie pour ça aussi. À partir du moment où pour mener un programme de développement et la construction de 200 logements, vous devez dépenser des trésors d'énergie pour passer vos marchés publics et respecter cette loi sur les marchés publics, eh bien, vous avez déjà une bonne partie de vos investissements qui sont consommés juste pour répondre à ces contraintes-là et pas pour répondre à, finalement, la demande sur le terrain. Alors, à côté de ça, il y a une dizaine d'années, on a arrêté de parler de logement social. On a parlé de logement public parce que la politique du logement en Wallonie a ceci de particulier qu'elle vise à la fois le locataire et à la fois celui qui veut être propriétaire. L'organisme dans lequel je travaille s'occupe de cette politique-là et donc on favorise l'accès à la propriété en offrant des crédits hypothécaires. Alors, c'est un très laid mot, un crédit hypothécaire social, mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un autre crédit ? Ce n'est pas le taux. Ne croyez pas qu'on fait spécialement des taux à 0%, ce n'est vraiment pas le cas. Ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est qu'on considère qu'on doit être une alternative au marché et pas une concurrence. On ne cherche pas à faire de la concurrence aux grandes banques, ce n'est pas notre job. Par contre, on est là pour aider les ménages qui n'ont pas pu mettre de côté la quotité que la banque traditionnelle va vous demander, les 20% que d'ailleurs la Banque centrale européenne impose dorénavant, et les frais dits de notaire. Alors je ne connais pas bien les règles sur le marché luxembourgeois. Chez nous, c'est de l'ordre de 15 à 20%. Et donc, nous voilà avec des jeunes couples qui travaillent, tous les deux, parfois des universitaires, qui ont accès à nos crédits, puisqu'il y a quand même des critères pour avoir accès à nos crédits et des revenus plafonnés, et ils n'ont pas ces 40% ou ces 35% d'économie parce que papa et maman ne sont pas là ou parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis assez longtemps que pour mettre ces 30 ou 35% d'acompte. Et donc, il y a deux actions majeures au niveau du gouvernement. C'est effectivement le logement social, mais aussi une vraie promotion de l'accès à la propriété. Et je vous dis que c'est une particularité en Belgique, on ne fait plus ça qu'en Wallonie, un tout petit peu à Bruxelles, mais ça disparaît petit à petit. Voilà. Merci beaucoup. Donc là effectivement, on parle des régimes mis en place par les États. Il y a évidemment la grande question qui se pose de l'intervention du secteur privé. On va y revenir tout à l'heure, mais selon vous, peut-être pour commencer par toi, Charles-Antoine, quel est l'intérêt, d'après toi, pour un acteur privé d'intervenir dans le logement social, à côté de tout ce qui existe au niveau étatique ? Je crois que, enfin en tout cas c'est notre cas, on est d'avis, et je suis d'avis personnellement, que si on veut avoir une activité économique qui fonctionne, il faut partir des valeurs. Il faut partir d'un projet, il faut partir de ce qu'on veut faire. Et puis, quand on fait les choses bien, quand on remplit ses objectifs, qu'on est dans le cadre de ces valeurs, eh bien on a du succès. Et quand on a du succès, on est rentable. Et il est évident que la rentabilité est indispensable pour faire vivre l'entreprise. Pas maintenant sortir de banalité, mais c'est de là qu'on est parti et de se dire il y a deux problèmes fondamentaux dans la situation du logement ici à Luxembourg, et je ne veux pas répéter ce que tout le monde sait, mais d'abord, il y a un nombre important de logements vides, ce qui est un non-sens absolu dans un pays où il manque 35 000 logements, et il y a 10 000 logements vides, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a énormément de logements qui sont très énergivores, et paradoxalement, ce sont ceux-là qui sont mis à disposition des agences immobilières sociales et des bailleurs sociaux. Donc, comme ils sont très énergivores, eh bien, on paye un loyer qui est souvent raisonnable, mais alors on a 250 € de charge, qui est de nouveau un non-sens. Et le troisième élément, c'est que notre société telle qu'elle est ne peut pas continuer à vivre en consommant de plus en plus de ressources, et donc ça, c'était l'axe de l'économie circulaire. Et donc, on a dit, nous voulons construire des logements qui répondent au principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire de minimiser notre impact sur les ressources. On est donc une étape, je ne vais pas non plus répéter ce que c'est que l'économie circulaire, vous savez tous ce que c'est, mais on est
un point plus loin, on est une étape plus loin que simplement le développement durable, minimiser la production de CO2, etc. Mais en plus de ça, de se dire qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans quand il n'y aura plus de cuivre, qu'il n'y aura plus de bois, qu'il n'y aura plus de matériaux fondamentaux dont on a besoin. Et donc, le dernier élément, c'est de dire nous allons mettre ces logements, nous allons nous engager à mettre ces logements à disposition de gens qui ne parviennent pas à se loger sur le marché, c'est-à-dire malheureusement aujourd'hui pas loin de la moitié des jeunes employés, des jeunes travailleurs, à un prix qui est 25% en dessous du prix du marché. Donc c'est une équation compliquée, mais quand on y croit, on y arrive. Et donc on a mis notre premier bâtiment a été livré en 2018 et fonctionne d'ailleurs assez bien. Il a été mis en location et le premier qui s'est précipité pour le louer, c'est l'agence immobilière sociale qui a vu évidemment un intérêt parce qu'au lieu de louer un immeuble énergivore de basse qualité, etc., a pu rentrer dans son portefeuille un immeuble où les charges sont inférieures à 80 € par appartement de 100 mètres carrés. Et donc voilà, c'était le lancement de l'opération. Merci Charles-Antoine. Jean-Paul, tu veux peut-être nous donner ton avis là-dessus ? Moi, je pense que c'est déjà un intérêt citoyen qu'on doit s'intéresser à la matière et qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans notre société, le logement abordable fait absolument défaut et que ça touche de plus en plus des gens dans notre société. Et on sait que le secteur privé il est imaginatif. On peut faire des solutions comme la tienne, comme d'autres, des business models qu'on a présentés. Et qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il faut construire ces logements. Donc il y a un intérêt. Moi, quand je parle aux promoteurs, quand je regarde dans notre société, mais c'est nos propres employés qui cherchent des emplois, qui ont besoin d'être logés, et qu'on voit aujourd'hui sur le marché avec les logements qu'on construit nous-mêmes, ils ne vont pas être logés dedans parce que les loyers sont trop chers. Donc ça devient vraiment un problème de société, et il faut réagir, il faut trouver des solutions. Maintenant, on a essayé pendant 30 ans de le faire sans le privé. Je pense que le privé, aujourd'hui, il s'annonce clairement qu'il a un intérêt à y aller et qu'il y a des solutions pour le faire. Merci. Effectivement, la question de l'investissement privé se pose aujourd'hui dans le cadre luxembourgeois. Il peut y avoir des intérêts, comme vous l'avez mentionné, mais est-ce que, pour vous, par exemple, pour un acteur privé, un investissement dans le logement social, c'est un investissement comme un autre. Par exemple, Jean-François, vous voyez ça comment ? Enfin, tu vois ça comment au niveau de votre groupe ? Alors, c'est évidemment pas un investissement comme un autre, parce que bon, il y a un certain nombre de contraintes, il y a un certain nombre de règles. Par contre, on peut le faire se rejoindre avec un investissement plus classique. Je vois deux points d'entrée à cet aspect-là. Pour les bailleurs sociaux eux-mêmes, ils mettent en vente une partie de leur parc au bout d'un moment. Alors, c'est assez faible. Hein. Sur le parc global de 4 500 000 logements, il y a 11 000 ventes par an. Alors, ça veut dire que c'est quand même tout petit. Et il se trouve que mon groupe aime beaucoup faire cette activité-là, mais ça reste un tout petit marché. Mais en tout cas, c'est un moyen, quand on a amorti comptablement des logements, en vendant un, que de refaire des fonds propres pour en refinancer 2 ou 3. Donc ça c'est un moyen économique finalement de refaire du développement sur soi-même. Là, on ne parle pas vraiment de capitalisme, on parle d'une société anonyme mais à vocation HLM. Et pour répondre plus précisément à la question, pour des personnes physiques, privées, je vois par exemple les règles de défiscalisation donc, qui permettent de baisser un tout petit peu le niveau d'impôt sur le revenu en France. Elles sont systématiquement calées sur des règles à la fois d'excellence énergétique, enfin excellence, de à peu près bonne pratique énergétique, on ne va pas dire que c'est dingue, mais et puis le deuxième point, c'est généralement un niveau de loyer qui soit à peu près de 25 à 30% en dessous de celui du marché. C'est-à-dire que du coup, on conjugue, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, un niveau de charge qui est un peu bas, puisque on a fait attention au point de vue énergétique, et puis un niveau de loyer qui se doit d'être plus bas que celui du marché. Et là, la contrainte de conservation, elle est de 6, 9 ou 12 ans pour l'investisseur privé. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette période, il peut revendre. Et on le sait, évidemment, la fragilité du logement, que ce soit social ou pas, c'est le taux de rendement. Le taux de rendement est souvent bas, et lorsqu'on sort, on récupère un rendement. Donc on finit par faire un ROI correct, mais en le lissant finalement sur une période de, en moyenne, 10 à 15 ans. D'accord, oui, effectivement.
Est-ce que, Jean-Nicolas, toi qui es en contact avec beaucoup d'investisseurs, comment ils voient ça justement? Est-ce qu'ils le voient comme un investissement comme un autre? Comment le traitent-ils en réalité? Oui, c'est clairement, là, sans vouloir contredire Jean-François, pour moi, ça peut être considéré comme un investissement comme un autre. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est disponible sur les marchés pour l'investissement, une part qui va vers l'immobilier, et qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on a connue notamment, cet argent-là, dans l'immobilier, n'est plus distribué de la même manière qu'il pouvait être distribué avant. Donc avant, il y avait des investissements massifs dans le commerce, dans les centres commerciaux, dans les bureaux. Aujourd'hui, la crise a un peu perturbé ça. Et on voit qu'il y a un rééquilibrage qui est fait vers des investissements, vers par exemple l'immobilier résidentiel. Il y a deux tendances, deux grandes tendances. C'est la logistique, bon ici ça ne nous concerne pas, et il y a aussi l'immobilier résidentiel. Et donc on voit que les acteurs sont prêts à investir beaucoup d'argent dans ce domaine-là, parce que si les rendements sont certes faibles, que ce soit du logement social abordable ou libre, dans l'immobilier résidentiel, les rendements sont très faibles, mais ils sont considérés comme sûrs. Alors, pour moi, c'est clair qu'il ne faut pas que ça devienne la jungle, il faut une certaine réglementation quand on parle d'un besoin de logement qui est un besoin essentiel et qui touche, on l'a dit, près de la moitié de la population. Mais je crois qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent pour des acteurs investisseurs, et que tant que ça reste dans la norme par rapport au reste et qu'il n'y a pas un surenrichissement par rapport à d'autres produits, que ça reste dans les clous du résidentiel, oui, je pense que ça peut être considéré comme un investissement comme un autre, et qu'on profite peut-être, on a besoin de ressources, on a besoin d'argent, l'argent il est là, je pense qu'il y a certainement intérêt à l'utiliser. Justement, alors, il y a cette idée peut-être aussi d'aider quelque part, de flécher les capitaux privés vers le logement social, le logement abordable. Jean-Paul, par exemple, de ton point de vue, si on regarde un peu ce qui a été fait par le passé, qu'est-ce que tu recommanderais comme mesure incitative ou comme mesure qui pourrait être prise pour justement aider à flécher ces capitaux privés vers le logement social et abordable? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est déjà le message politique, que c'est souhaité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'un financement bancaire pour un projet qui est politiquement hautement critique, parce que tout le monde va te dire, mais la politique ne veut pas te suivre sur ton projet, va être beaucoup plus difficilement suivi. On a aujourd'hui la chance que les taux d'intérêt sont vraiment faibles. Donc on n'a pas besoin de grands rendements. Donc on a perdu toute cette période des derniers 10 ans pour pouvoir justement avoir ce taux d'intérêt faible. Vous imaginez, quand le taux d'intérêt est à 5%, c'est très difficile de louer sans subside à 3 ou 2% de l'investissement. Mais si vous avez des taux d'intérêt en dessous de 2%, c'est très facilement à imaginer qu'on peut rester 25% en dessous du marché sans avoir nécessairement de subside. Ça pourrait se faire par des garanties d'État pour donner la capacité d'accès au capital. Donc tout ça, c'est des mesures qui pourraient être mises en place, qui ont déjà été réfléchies, même au Luxembourg, mais c'est dans la mise en route après que ça a freiné, où on a senti qu'il fallait cet incitatif politique pour dire, mais écoutons, faisons cela ensemble, allons de l'avant, faisons des projets concrets avec le privé, mais faisons-le de façon plus massive. Je pense que votre projet, c'est bien, mais il faut pouvoir le faire, le multiplier, il faut aller de l'avant et vraiment répondre à la demande. Moi, je ne pense pas que les régimes d'aide qui ont été mis en place au Luxembourg, il faut quand même dire que au Luxembourg, si vous louez sur des logements abordables, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 75% de subsides. Si vous êtes une ASBL, si vous êtes une commune, si vous êtes un promoteur public, et quand vous êtes un promoteur privé, vous avez droit à 0% et sans soutien. Donc on est dans une situation un peu difficile au niveau du marché. Nous, on avait démontré sur du concret qu'on pouvait faire un rendement raisonnable pour intéresser les investisseurs sans subside du tout, dans la situation actuelle du marché. Mais ça fonctionne, comme tu le dis, avec des taux d'intérêt bas. Si les taux d'intérêt remontent... Taux d'intérêt bas. Mais là, la France nous a montré comme un bon exemple avec les livrets verts, où l'État fixe les taux d'intérêt et peut
vraiment manipuler le taux d'intérêt en fixant les taux d'intérêt des revendeurs, et c'est d'un argent qui est utilisé pour le logement social. C'est ça qui a réussi à faire un parc. Ils ont un parc de, tu nous avais dit avant, 20% de tous les logements, c'est du logement social en France ou du logement abordable, toute forme de logement subventionné, et chez nous, on est à 2%. On voit automatiquement qu'il y a un besoin nécessaire. La différence, je vois Jean-François que tu avais pris le micro, tu voulais. C'était juste pour aller dans le même sens que les deux interventions qui viennent d'être dites, mais sous un autre axe. Pour répondre autrement à ta question, il y a quelque chose qui me semble intéressant, ce sont les fonds ISR, donc un investissement socialement responsable. Depuis 2020, alors c'est un peu partout en Europe les fonds ISR, mais depuis 2020, je vois en France que ces fonds ils sont accessibles pour des fonds immobiliers. Et ça ouvre des perspectives vraiment nouvelles parce qu'il y a effectivement beaucoup de quantité d'argent à investir. Il y a un retour, et tu l'as vraiment très bien dit, sur le logement depuis une forme de désaffection sur les actifs tertiaires. Et du coup, en fait, beaucoup d'investisseurs institutionnels ont besoin de placer de l'argent sur des fonds socialement responsables. Il se trouve que l'immobilier en était exclu. Et jusqu'à présent, le logement représentait 6% des fonds investis dans l'immobilier sur des OPCVM divers et variés. Donc, effectivement, c'est en train de remonter. Et il y a des sociétés en France qui sont ni du logement social, ni du logement libre, tout à fait. C'est du logement intermédiaire, dans lesquels on peut faire venir des investisseurs. Et on est en train de les faire venir, pour ma part en tout cas, en utilisant cet argument de l'ISR, puisque l'assureur qui va souscrire des fonds ISR aura plus de facilité a priori à replacer son risque et son investissement que sur un investissement non ISR. Oui, effectivement. Et donc tu as... Alors ça, c'est le côté incitatif quelque part. Mais on voit aussi, et quand on préparait la conférence, vous en avez beaucoup discuté, notamment Charles-Antoine, tu en parlais, il y a aussi les freins que les pouvoirs publics, consciemment ou inconsciemment, peuvent représenter dans ce cadre-là. Est-ce que tu veux nous parler par exemple de ton expérience? Qu'est-ce que tu as pu voir qui freine justement, sans maintenant inciter, au contraire qui empêche la réalisation de programmes? Disons que dans notre cas particulier, j'ai vu deux freins importants. Le premier, c'est l'accès au foncier. Il est évident que quand on veut mettre en location des logements à 25% en dessous du prix du marché, il faut aussi être capable d'accéder au foncier à un prix raisonnable. Nous avions dès le départ décidé de le faire via le bail amphithéotique, puisque de toute façon notre engagement était que les loyers devraient rester 25% en dessous du prix du marché, sachant que le prix du marché continue à augmenter évidemment, mais malgré tout, nous voulions rester 25% en dessous du prix du marché et nous voulons démontrer, nous avons démontré que notre but n'est pas de faire de la spéculation sur le foncier. Cela dit, les projets que nous avons entamés sont des projets qui sont tous construits sur des terrains pris à bail amphithéotique. Donc ça, c'est un élément qui était vraiment fondamental, parce que si on n'était pas arrivé à ça, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. L'autre élément, l'autre frein important que je vois, c'est tout le frein réglementaire. On peut faire du logement abordable, social, tout ce qu'on veut. Quand le règlement des bâtisses dit que la hauteur sous corniche, c'est 13,50 m, eh bien c'est 13,50 m, pas 13,65 m. Je ne sais pas pourquoi dans une commune, 13,65 m, c'est mieux, et dans celle d'à côté, 13,50 m, c'est mieux. Mais on n'a aucun cadre réglementaire global. Il y a un besoin criant de créer du logement, et on est dans une politique de clocher. Avec des services techniques des communes qui voudraient bien qu'on ne déplace pas un arbre qui a 10 ans parce que malgré tout il y a des électeurs derrière, etc. Et alors, c'est une anecdote, mais j'ai vu pour un arbre, un tilleul de 10 ans, une machine de 40 tonnes qui est venue des Pays-Bas
pour déplacer un tilleul de 10 ans. Un tilleul de 10 ans, c'est un truc comme ça, quoi. Hein. Donc, je veux dire, bon, voilà. Pour déplacer, elle est venue des Pays-Bas, donc ils ont fait 800 km aller-retour pour déplacer un tilleul de 10 ans qui était sur une ancienne aire de jeu et où l'entièreté du conseil communal est montée au créneau en disant on ne peut pas couper un arbre comme ça, c'est une valeur absolument suprême. Et donc, voilà, on a dépensé je ne sais pas combien de CO2 pour déplacer un arbre. Des tilleuls, il en pousse partout et on peut en planter partout et il faut en planter. Et donc voilà, ce sont des exemples comme ça qui montrent à quel point on arrive à des aberrations qui sont dictées par des impératifs politiques auxquels, évidemment, avec lesquels nous n'avons pas grand-chose à voir. Oui, effectivement, l'anecdote de l'arbre est assez parlante, je crois. Joël, tu veux peut-être nous faire part de ton expérience ? Effectivement, et donc j'en parlais tout à l'heure, les partenariats publics-privés, c'était l'occasion de mobiliser le foncier dont tu parles. Il faut savoir que, historiquement, la Société Wallonne du Logement a hérité de beaucoup de fonciers, des centaines, des milliers de terrains, plutôt bien mis parfois. Et donc, on a de l'argent sur le marché, des promoteurs qui sont prêts à développer, il n'y a pas de souci. Et puis, on a la Société Wallonne du Logement qui a du terrain. Donc, en principe, on a tous les ingrédients pour fonctionner. Et puis, ben non, le cadre étant ce qu'il est, la loi sur les marchés publics fait que ça perd tout sens économique et finalement, la rentabilité devient presque nulle. Et donc, à part quelques exemples qui ont pu donner la création d'une petite dizaine de logements, vous vous rendez compte de l'investissement qui a été consenti pour une petite dizaine de logements. C'est tout ce cadre normatif dont tu parles qui est compliqué, et je ne vous parle pas de l'urbanisme, de ce qu'on appelle le fonctionnaire délégué chez nous, qui finalement a tout à dire, ou presque, et qui fait que des développements sont bloqués, sont arrêtés. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment un des freins majeurs chez nous. Alors, c'est intéressant, vous l'avez su, on a traversé des inondations assez conséquentes cet été, et là, c'est le miracle. Tous les freins tombent les uns derrière les autres parce qu'il faut produire du logement à tour de bras. Et donc, des logements modulaires qui étaient un tabou dont on ne pouvait absolument pas parler depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, c'est la solution miracle. Et en plus, c'est fait en Wallonie. C'est pas beau? Et donc, le fonctionnaire délégué, c'est très bien. Les règles tombent les unes derrière les autres. Mais pas de problème, on peut installer ça même sur le domaine public, devant chez les gens sinistrés. Aucun problème. On voit en fait qu'il fallait cet électrochoc. Alors malheureusement, c'est l'électrochoc qu'on connaît cet été. Mais on voit que tout de suite, ça libère les ressources. Et au final, ce qui reste comme frein aujourd'hui, et on en a parlé entre nous, c'est le manque de main-d'œuvre et la pénurie de matériaux sur le marché pour répondre justement à ce besoin et à toutes les autres composantes qui sont disponibles et prêtes à être actionnées. Mais donc, en fait, quand je t'entends, cette catastrophe, finalement, a levé beaucoup de freins. Mais toi, par exemple, Jean-Nicolas, comment tu vois? Est-ce que tu as l'impression que les pouvoirs publics forment un frein, finalement, au logement social et pour quelles raisons il y aurait ce frein, en réalité? Je crois que c'est une crainte, simplement. Donc, le pouvoir public a l'impression qu'il doit avoir la main mise sur la thématique du logement, comme il l'a sur d'autres produits. Moi, je peux parler juste de mon expérience à Luxembourg, mais je peux faire un parallèle avec le secteur des maisons de repos. Où le secteur des maisons de repos, c'est aussi un des défis de nos vies actuellement, de notre civilisation, je vais dire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le marché des maisons de retraite, on met complètement à l'écart le privé, alors que le privé a certainement des réponses à donner. Il en donne partout en Europe, mais non, ici à Luxembourg, on a décidé que c'était une thématique d'importance nationale, comme elle est ailleurs d'ailleurs, mais il y a certains blocages qui se font. On sent que parce qu'on parle d'un besoin criant qui fait la une des journaux, eh ben on peut pas arriver avec des initiatives privées qui doivent être réglementées, bien sûr. Hein. Mais je pense que le problème est tel qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut utiliser les ressources et aller chercher les ressources là où elles sont. Jean-François, est-ce que tu dirais que c'est la même chose de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'il y a les mêmes craintes, des craintes différentes? Est-ce qu'il y a les mêmes freins ou... Oui, je crois que c'est un peu mondial. C'est-à-dire quand on veut construire des logements sociaux, on est tous d'accord pour dire que c'est formidable, sauf s'il est juste à côté de sa propre maison, auquel cas ça ne devient pas formidable du tout. Il y a une forme de détestation du logement social dans ce qu'il peut représenter.
en tout cas en France, puisqu'en France, le logement social, historiquement, était très marqué par ce qui a été fait de plus hideux dans les années 60 et 70. Et donc, on parle de logement social, on imagine la mauvaise décolonisation française avec des gens qui arrivent très pauvres et avec plein de soucis sociaux et qui vont s'installer juste à côté de la maison, voire dans la maison. Donc forcément, le logement social, c'est la belle idée, mais quand c'est juste à côté de chez soi, souvent, ça ne marche pas. Pour autant, en France, le cadre réglementaire, il est plutôt, je dirais plutôt favorable. Je donne un exemple, pour être un peu concis. En France, quand on construit un logement, il faut 2 places de parking, sauf pour le logement social. Quand on construit un logement, il faut 1 place de parking. C'est bête, mais faire des places de parking en sous-sol, c'est relativement coûteux. Ça renchérit vraiment le projet. Et donc, ça fait partie des petites aides. Comme ça, j'en cite un, mais il y en a d'autres, qui sont hyper efficaces. Mais alors, pour toi, avec ton expérience maintenant, finalement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui a marché comme incitatif, comme système, et quand on dit ce qui n'a pas marché, de ce qui s'est planté royalement également? Globalement, je trouve que le modèle social, de logement social en France fonctionne plutôt bien. Ce qui s'est planté pendant 10 ans, c'est ces fonds de logement intermédiaire dans lesquels on dit à des bailleurs sociaux, mettez vos logements dits intermédiaires, donc entre eux, libres et sociaux, vous les mettez dans un fonds, et vous allez avoir plein d'investisseurs qui vont venir, qui vont accourir, parce que c'est formidable ce que vous faites. Donc ça n'a pas marché, jusqu'au Covid, le fameux électrochoc. On a tous parfois besoin d'électrochocs malheureux, où effectivement les lignes de placement évoluent. Il y a l'arrivée des fonds ISR à ce moment-là. Hop, d'un coup, ça devient intéressant, et d'un coup, on parle de ça. Donc ça, c'est plutôt un modèle qui a toujours eu du mal à se développer, l'intermédiaire, au même titre qu'en France, les grosses foncières, les assureurs avaient beaucoup de parcs immobiliers. Il y avait le crédit foncier à l'époque, qui avait un parc immobilier sublime, tout un tas d'hôtels particuliers un peu dans toutes les belles villes. Tout a été revendu, et depuis les années 90, il n'y a plus un institutionnel qui mettait 1 euro sur du logement. Et l'État avait mis en place des règles avec pratiquement comme du logement social, donc 10 ou 15 ans d'exonération de taxes foncières, 10% de TVA. On voit que c'est toujours la même idée, mais on n'allait pas jusqu'au bout de l'idée. Il n'y avait personne qui en faisait. Donc là, ça repart, mais pas pour des raisons fiscales. Ça repart parce que le marché, il a besoin d'avoir des véhicules de placement, et que là, pour l'instant, le logement redevient intéressant. Redevient une valeur, en réalité. Redevient une valeur, ouais. En Belgique, Joël, tu as des exemples de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas trop, mais... Je ne serai pas aussi sévère, mais c'est vrai que je suis parfois exigeant, il paraît. Je dirais que ce qui fonctionne, c'est le contournement du cadre. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on fraudait. Je dis qu'on est face à une difficulté et qu'on est créatif, comme on peut l'être dans le secteur privé, et qu'on explore des voies juridiques qui sont possibles. Et donc, au final, qu'est-ce que nos promoteurs publics, on va les appeler comme ça, essayent de faire? C'est de garantir, quelque part, du logement aux personnes à un prix qui est abordable ou modéré, c'est comme on veut, et qui reste dans le giron public. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est le grand mal, c'est de faire de l'argent, de faire une plus-value, et surtout que ça retourne sur le marché privé. Et donc, ils ont mis tout ça dans l'équation, et par le biais des droits démembrés, donc le droit d'amphithéose, dont Charles-Antoine parlait tout à l'heure, on permet aux gens, accrochez-vous, de devenir propriétaires, effectivement, puisqu'ils achètent un droit d'amphithéose, pour les 50 prochaines années, avec un financement chez nous. Un financement, donc un crédit hypothécaire social. Qu'est-ce que ça fait globalement? Ça garantit que le foncier va rester dans le giron public. Ça garantit à la personne un loyer fixe, puisque chez nous, c'est un taux fixe et que la mensualité est constante. Et ça lui garantit aussi une certaine protection de son domicile, puisqu'il y est pour 50 ans en principe, si tout va bien. Et le crédit chez nous durant 30 ans, les 20 dernières années, on espère qu'il pourra se constituer du patrimoine et rebondir s'il doit rebondir. Donc voilà des initiatives qui commencent à se multiplier sur la Wallonie et qui fonctionnent avec des résultats assez divers. Il faut se rendre compte que d'un projet à l'autre, on parle de la même construction, parfois même d'une construction un peu meilleure,
qui part à 150 000 euros, alors oui, c'est des prix wallons, qui part à 150 000 euros d'un côté et qui est à plus de 300 000 de l'autre, avec les mêmes mécanismes. Et donc, c'est simplement de l'ingénierie derrière qui fonctionne moins bien. Et donc, je crois que la créativité doit être encouragée. Et là, il y a des spécialistes sur le marché, il y a des bureaux spécialisés pour ça. On doit absolument y recourir. Je ne crois pas que l'initiative doit rester exclusivement publique. C'est une hérésie d'y croire. Et pour ça, je ne remercierai jamais assez l'Europe et la contrainte budgétaire. L'endettement public massif qu'on a connu dans les années précédentes, on ne peut plus se le permettre. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir répondre aux enjeux avec un autre logiciel que celui du logement public exclusivement. Alors, c'est magnifique, tu me fais les transitions entre tous, hein, vous réalisez très bien les transitions. La question sur laquelle j'ai envie de vous interroger tous, on va peut-être commencer par toi Jean-Paul, c'est selon toi, faut-il favoriser finalement l'accès à la propriété ou la location? Parce qu'on voit bien deux modèles économiques différents, on voit bien l'impact pour les individus, mais quand on regarde un peu ça un peu plus high level, qu'est-ce qu'il faut favoriser dans tout ça finalement? C'est évidemment la grande question. Je pense que traditionnellement en Europe, l'investissement principal qu'on fait, c'est l'immobilier. On regarde 90% pardon, des fonds des particuliers sont investis dans l'immobilier. Donc on investit très peu dans les actions, pas comme aux États-Unis, quand on a un petit compte d'épargne, tout passe vers la bourse. On ne fait pas ça en Europe, on investit dans l'immobilier. Donc l'investissement immobilier reste un des chouchous de la population. Donc je pense que l'accès à la propriété, c'est évidemment un sujet important. Il faut savoir, est-ce que le logement reste un investissement intéressant et comment est-ce qu'on peut garantir que le logement reste un investissement intéressant. Et là, il vient le bémol pour les gens qui peuvent se le permettre. Et on arrive aujourd'hui dans une situation où la question ne se pose pas pour tout le monde. Est-ce que c'est bien d'avoir accès à la propriété? Oui, évidemment que c'est bien d'avoir accès à la propriété. Mais si on n'est pas en situation, si on n'a aucun rang à la fin du mois pour mettre de côté, on ne peut pas avoir accès à la propriété. À ce moment-là, il faut se poser la question, mais comment est-ce que je vais aider d'avoir un logement décent? Et un logement décent qui ne lui coûte pas 50% de ses revenus. Et à ce moment-là, la question se pose l'accès simplement à un logement décent, donc pas l'accès à la propriété. Parce que simplement, ce n'est pas faisable au niveau de leurs revenus. Donc pour les revenus, évidemment, où cela permet, je pense que les modèles où on permet aux gens par exemple, l'option d'achat, c'est un modèle qu'on avait préconisé à un certain moment au Luxembourg, que je considère toujours très bien, où tu vas, pendant une certaine durée, tu vas louer avec une option d'achat à la fin, donc tu vas avoir la possibilité d'intégrer la plus-value sur la durée de la location dans ton prix d'achat après, et de cette façon avoir tout simplement ton apport dont tu as besoin pour acheter. Donc c'est des modèles qui peuvent très bien fonctionner, mais ça ne va toujours pas fonctionner pour tout le monde. Donc l'accès à la propriété, c'est extrêmement bien. Je viens de lancer un projet de la tokenisation, parce que je pense que c'est la possibilité de donner l'accès à partir d'un niveau très faible dans l'immobilier. C'est une autre forme de fonds d'investissement, mais c'est l'accès à la propriété sous une autre forme. Je pense que pour avoir un accès à la propriété, il faut avoir suffisamment de revenus, et sinon c'est un accès au logement qu'on doit garantir. Et là, je dois dire un point plus pour le Luxembourg, parce que je suis toujours celui qui râle toujours sur la politique. On a découvert il y a 2 ans le logement abordable locatif, et je trouve que c'était une idée finalement adoptée au Luxembourg, que c'était finalement que l'État a compris qu'elle parlait du logement social, parce qu'on n'a pas entendu le Premier ministre parler de logement social. Parler du logement social, c'est pas la meilleure idée. Si on veut avancer avec ces projets, il faut trouver une terminologie qui démontre bien qu'on n'est pas en train de parler des cas sociaux. Pardon, j'ai pris la parole. Non, tu as raison, c'est une terminologie beaucoup plus inclusive en fait. Charles-Antoine, tu as plutôt un avis, location, propriété? Alors, je crois qu'on doit revenir au fondement de notre société, de l'équilibre social et du risque de fracture sociale. Et vous m'excuserez d'être un peu concret, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir un travail que l'on puisse conserver, dans lequel on puisse s'épanouir, si on n'a pas un toit. En logeant chez un ami, chez quelqu'un dont on voudrait divorcer, chez sa mère ou son frère, etc. C'est impossible. On n'a pas une stabilité psychologique indispensable
pour exercer un métier correctement et pour gagner correctement sa vie. Si on n'a pas ça, on ne peut pas non plus éduquer une famille. Et je l'ai vu aussi, puisque nous louons un immeuble à une agence immobilière sociale qui met justement ces appartements à disposition de gens qui sont dans des situations de crise pendant une période qui devrait être courte, de l'ordre de 3 ans, de manière à les réinsérer dans la société par le toit. Donc avoir un toit, je pense que ça c'est l'élément fondamental. Et je pense que quand on parle de propriété ou de location, c'est une deuxième phase, et je pense que c'est aussi un phénomène d'organisation sociale. Mais le risque de fracture sociale auquel nous faisons face maintenant, qui je crois est un phénomène grave, qui est sous-estimé par le politique, je crois. Et on a pu le voir dans des pays où la cohésion sociale s'organise de manière totalement différente, comme en France, où on a des phénomènes comme les Gilets jaunes qui, pour 3 fois rien, mettent le pays sur sa tête. Et, ça peut arriver n'importe où, et je crois que c'est ça qui risque d'arriver. Parce qu'il n'y a rien de pire que le désespoir de quelqu'un qui ne peut pas éduquer sa famille correctement, qui n'a pas un endroit où dormir en sachant qu'il ne sera pas mis dehors le lendemain par celui qui l'héberge gentiment ou simplement par bonté d'âme. Et je crois que c'est ça le problème fondamental. Alors après, puisque la question qui m'est posée, c'est louer ou acheter, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire d'abord. Je pense que les jeunes générations sont très attirées par les plus-values sur l'immobilier. Et à peine signé leur premier contrat à durée indéterminée, veulent se précipiter à la banque et acheter un appartement ou une maison. Ça ne s'est pas passé comme ça dans le passé, et je crois que je ne vois pas pourquoi ça devrait se passer maintenant. Bien sûr, c'est un autre amortisseur. Être propriétaire, c'est un amortisseur. C'est un amortisseur de vieillesse. Et on en a parlé avant cette conférence, il est évident que d'être propriétaire de son immeuble, et moi je rencontre de plus en plus de gens qui, en fin de carrière, vendent leur maison pour donner le produit de la vente à leurs enfants afin qu'ils puissent s'acheter, eux, un logement, et qui commencent à louer à partir de 55 ou 60 ans, parce qu'ils se disent, ou 65 ans quand ils arrivent à la retraite, parce qu'ils se disent, avant la maison de repos, j'ai encore une vingtaine d'années, je fais mon calcul, je me garde le capital qu'il me faut pour payer mon loyer, et in fine, ça permettra à mes enfants d'accéder à la propriété. Donc c'est un amortisseur de vieillesse, au même titre d'ailleurs que chez les indépendants, le fonds de commerce est un amortisseur de vieillesse également. Quand on a travaillé toute sa vie, on vend le fonds de commerce et on a au moins de quoi passer des vieux jours tranquilles et sans être à la merci de ses enfants ou de sa famille. Merci Charles-Antoine. Toi, Jean-Nicolas, tu vois ça comment, justement, cette dialectique ? Moi, je rejoins ce qui a été dit dans les 2 interventions précédentes. Je crois que c'est une question de curseur, en fait. Comme Jean-Paul l'a dit, oui, être propriétaire, c'est bien, c'est fantastique, c'est génial. C'est être chez soi, on fait ce qu'on veut avec ses murs, on les casse, on les reconstruit, on les améliore, on agrandit. Ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que être propriétaire à tout prix, je crois que c'est un modèle qui est plus vivable. D'abord, pour 2 raisons. Parce que l'immobilier est de plus en plus cher, et que accéder à la propriété, il y a de moins en moins de gens qui peuvent le faire. Et puis parce que je crois qu'il y a une lame de fond, on ne le voit pas forcément encore émerger ici, mais il y a une lame de fond à consommer le logement. Et quand on consomme le logement comme un service, on en est locataire, on n'en est pas propriétaire. Donc je crois, et ça c'est vrai surtout à tous les niveaux de gamme de l'immobilier. Donc je crois que ce qui est important de faire, c'est de réfléchir. On a des ressources énormes à nouveau à mettre, à utiliser pour répondre aux défis du logement, qu'on l'utilise de la manière la plus efficace en fonction des composants de la société et de ce qu'ils attendent. Donc pour moi, il faut absolument plus de place pour le logement locatif dans le logement social. Ça, à mon avis, c'est une évidence, mais aussi dans le logement abordable. Parce que là, le logement abordable, il ne faut pas oublier qu'on parle maintenant, on l'a dit aussi avant, de peut-être, c'est difficilement mesurable, mais on parle potentiellement de 30, 40, voire 50% de la population qui aurait besoin d'accéder à ce logement abordable. Avant de passer à
aux questions que le public pourrait vous poser. On va peut-être finir avec vous deux, Jean-Paul, et toi, Jean-Nicolas, sur comment vous voyez le marché à Luxembourg du logement social et bon marché, et abordable, dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Alors peut-être que... Malheureusement, si on continue sur la tracée qu'on a fait, je pense que si on situe aujourd'hui le besoin, comme on avait dit, à 30 000 logements, 40 000 logements en abordables et social, qu'on sait qu'on a aujourd'hui une offre de 3 000, qu'on sait qu'on construit à peine 2 000 par an, 200 par an, dépasser les 500, je pense que c'est déjà de l'illusion. Je nous vois mal arriver à régler ce souci si on n'en fait pas un sujet primordial. Et je pense que de toute façon, ça va devenir un sujet primordial des prochaines élections et que les hommes politiques qui croient se cacher derrière un impôt sur la spéculation, qui n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, sont très mal avisés, que la population est en train de se rendre compte que le logement le logement n'est pas en crise. Le marché marche très bien, mais le logement est en crise en termes qu'il écarte de plus en plus de gens, de personnes de la population. Et je ne vois pas de solution à ce qu'on Je vois que le problème va s'aggraver si on ne prend pas un tournant majeur. Et le tournant majeur, malheureusement, aujourd'hui, je ne le vois pas encore. Jean-Nicolas, tu es de cet avis-là également ? Oui, je partage tout à fait. Mais maintenant, je veux être optimiste et je pense qu'on va trouver des solutions. Et je crois qu'on se retrouve dans une situation, je reviens à ce que j'ai dit juste avant. En fait, on est passé du logement social qui concernait par avant une faible partie de la population qui avait besoin de ce logement social pour les raisons que Charles-Antoine a évoquées, à aujourd'hui une large partie de la population. Donc en fait, c'est en quelque sorte, une nouvelle classe d'actifs immobiliers. Donc on va arriver avec des produits qui, je pense, sont différents. Ce que je voudrais peut-être quand même resituer et dire pourquoi c'est important qu'on trouve des solutions rapidement, avec, je pense, tous les acteurs. Je pense que ça peut être une conclusion. C'est qu'on est en train de parler de deux choses qui sont fondamentales. La première, c'est que c'est un problème social. Donc on est sur une thématique qui est importante, qui concerne des gens. Je pense qu'un pays qui n'arrive pas à loger ses citoyens, il y a un problème. Donc on est sur une thématique de fond et on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas vivre seulement avec les gens qui arrivent à se loger et penser que les autres vont aller derrière les frontières ou plus loin et faire 100 km pour venir travailler. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On doit apporter une solution à ce problème social. Derrière le problème social, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, le Luxembourg met énormément de choses en place pour être compétitif. C'est formidable, on met des outils, on est innovant, on invente des systèmes pour être attractif sur des produits futurs liés à l'espace, donc on est vraiment très très créatif. Il faut savoir que si on n'a pas de logement pour accueillir les travailleurs qui viennent actuellement, l'économie elle ne tourne pas. Et je crois qu'aujourd'hui on peut faire un sondage chez les chefs d'entreprise et on va constater que déjà aujourd'hui le recrutement est très très compliqué et souvent un des éléments qui est mis en avant par les candidats qui veulent postuler dans les entreprises, pourquoi est-ce que je viendrai chez vous ? Certes, je vais gagner plus, mais si c'est pour réinvestir tout dans l'immobilier, je vois pas où est le sens. Non, effectivement, là, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, tout comme tu le disais aussi, et vous tous, il y a vraiment ça va être un facteur limitatif de croissance. Si on continue comme ça, on va limiter les gens qui viennent travailler à Luxembourg et donc la croissance du pays. Merci beaucoup à tous pour ces excellents éclairages. Il y a encore quand même quelque chose qui se dresse entre vous et le cocktail. Ce sont les questions du public. Donc vous n'avez pas encore fini de travailler, vous n'êtes pas libéré. Laura, tu as un micro. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser des questions ? Ils sont là, ils ne partent pas, donc allez-y. Monsieur Bessé. Bonsoir. Pour moi, il y a une question essentielle. Je ne sais pas si on peut l'adresser ici, mais quand est-ce que l'État sera prêt
à ouvrir le dialogue avec le privé. On n'arrivera pas à résoudre le problème sans un dialogue avec le privé et une construction du logement abordable et social avec le privé. Ce serait bien d'avoir notre gouvernement en face pour pouvoir répondre à la question, mais je suis certain que si on unit toutes nos énergies, et entre autres les énergies qui sont là sur le plateau, on devrait un jour pouvoir les convaincre. Donc, vos positions là-dessus. Merci, messieurs. Jean-Paul, peut-être? J'ai reçu récemment un message où quelqu'un m'a dit je t'admire pour ta persévérance pour le sujet de logement abordable. Ça fait 10 ans que je cours derrière la politique, que je permets mon temps dans des réunions pour leur expliquer comment fonctionne le marché immobilier, pour leur expliquer comment on peut résoudre, pour leur expliquer qu'on est prêt, qu'on veut y aller. On avait avant un grand fonctionnaire qui disait toujours mais non, monsieur Choy, on peut dire qu'ils veulent, mais il n'y en a pas qui veulent investir dedans. Donc nous, on disait on veut y aller, et on nous disait non, vous ne voulez pas y aller. Donc aujourd'hui, on se sent un peu dans la même situation. On dit simplement, mais aujourd'hui, on ne veut pas que vous y allez. On a l'impression aujourd'hui, on ne nous dit pas, vous ne voulez pas y aller, mais on ne veut pas que vous y allez parce que vous voulez faire du bénéfice. Et ça, on ne veut pas du bénéfice dans le social, mais on peut dire, mais on signe, donnez-nous vos statuts de la SNHBM, on les signe, on prend les mêmes statuts, on fait des sociétés comme SNHBM, on fait 2, 3, 5, et on a des modèles qui peuvent fonctionner. Mais on ne veut pas nous laisser y aller, et je ne sais pas, demandez aux politiques pourquoi, je ne sais pas. À un moment donné, j'ai dit, je ne vais plus au ministère du Logement, ça ne sert à rien, on ne veut pas m'écouter, on ne veut pas travailler avec nous, j'ai autre chose à faire, on doit le préparer autrement, mais je pense qu'on doit faire la pression sur la politique pour qu'elle comprenne qu'on n'est plus dans la situation d'il y a 20 ans, on est dans la situation en 2020, 2021, et 2023, on sera encore pire, et 2030, on sera pire. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une action collective, et tout le secteur privé, ce n'est pas le petit Jean-Paul qui le dit, c'est les grands promoteurs luxembourgeois qui récemment dans la presse ont dit « mais on est prêt, on veut y aller ». Et pourquoi vous ne voulez pas vous mettre à table avec nous pour discuter solutions? On est prêt à vous écouter. Et pourquoi vous n'êtes pas prêt à nous écouter, nous? Quelqu'un d'autre veut répondre, peut-être? Je crois qu'il y a 2 points. Le premier, qui est tout à fait paradoxal, c'est que certains acteurs publics considèrent le secteur privé comme un concurrent. Et ça, j'ai pu le constater plusieurs fois. Il y a des initiatives qui se créent dans le public comme dans le privé, mais dès qu'on les concurrents, le privé entre lui-même, il est concurrent entre lui, et c'est normal, ça fait du bien, etc. Ça nous maintient à un niveau de productivité élevé, avec beaucoup de créativité, etc. Et c'est très paradoxal que le secteur public, qui en fait est là pour dépenser notre argent, considère finalement que ceux qui en gagnent sans puiser dans la poche du contribuable, finalement sont un concurrent. Donc ça, je crois que c'est un élément qu'il faut vraiment mettre sur la table. C'est absolument pas normal. L'autre élément, je crois, il y a une méfiance. Et j'essaye depuis longtemps de comprendre quelle est la raison de cette méfiance d'un certain nombre d'acteurs publics par rapport au privé. C'est aussi paradoxal de voir que, plutôt que de se dire ben, mon Dieu, on a 3000 logements à construire, on n'en fait que 200, il y a des gens qui tendent la main en disant nous on va le faire. Ouh, ça sent mauvais, parce que ce sont quand même des entrepreneurs, hein, et que les entrepreneurs... Donc pourquoi est-ce qu'on favorise l'entrepreneuriat autant qu'il y a moyen, on fait des incubateurs, on met tout ce qu'il y a moyen sur la table pour créer de l'activité, mais quand il s'agit de mettre en place des structures qui permettent de créer des logements, tout d'un coup, on sent tout de suite une énorme réticence. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il faut aussi... J'ai du mal à comprendre. Je ne comprends toujours pas la raison fondamentale de cette méfiance. Tu as la même méfiance en France ? Oui, relativement. Pour moi, il y a deux modèles de logement social qui fonctionnent, ou abordables qui fonctionnent, grosso modo. Il y a le modèle à la française, où effectivement, on a consacré dans des opérateurs qui, en gros, vous avez compris, ne peuvent pas prendre de valeur, ne peuvent pas distribuer, etc. Donc ça devient des machines qui se réinventent elles-mêmes. C'est un modèle, mais c'est un modèle qui
comme dit Jean-Paul, et a un côté frustrant parce que en fait, ça revient à prendre les statuts d'une société HBM. Et donc, il y a des opérateurs pour ça qui adorent faire ça. Ça, c'est une forme de réponse. Puis il y a le modèle un peu à l'allemande, même si je ne suis pas du tout spécialiste du modèle à l'allemande, mais qui est un modèle contractuel, dans lequel l'État est prêt à s'engager à accorder un certain nombre d'aides pour le constructeur investisseur, pour le locataire, sur une durée de 20 ans, 25 ans, 30 ans, moyennant quoi les logements, ils ont un mode d'exploitation qui est un mode d'exploitation abordable ou social, et le niveau d'aide dépend du caractère social plus ou moins prononcé qui est accordé. Je crois que les deux modèles, ils sont intéressants, mais à chaque fois, effectivement, généralement, on a quand même des acteurs qui se connaissent, qui se sont mis entre eux, qui se sont réunis dans un cadre associatif, syndical ou que sais-je, et qui ont eu un interlocuteur qui est un ministre du logement. S'il n'y a pas ça, effectivement, ça me semble un peu compliqué d'avancer, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, bonjour. C'est intéressant d'entendre votre discussion qui est plutôt axée, je dirais, sur la capacité aux promoteurs à pouvoir entrer sur le marché du social. Moi, j'ai une expérience d'une jeune ASBL qui cherche à développer le logement social. Et je me rends compte qu'il y a quand même, au niveau du Luxembourg, quand je vois les autres pays, un avantage très important qui est donné aux ASBL par l'État de donner des subsides à hauteur de 75%. Et je crois que quand on regarde par rapport à la France ou d'autres pays, c'est quand même très significatif. Par contre, vous faisiez référence à des problèmes réglementaires. Et l'État essaye d'encadrer mieux maintenant, puisqu'il y a eu des changements au niveau des conventions, en allongeant les conventions qui sont passées de 20 à 40 ans, mais également en mettant un cadre réglementaire qui devient très précis et qui cherche à donner des normes qui, pour nous, sont d'une grande difficulté à appliquer, parce que notre modèle n'est pas de faire des constructions uniquement sociales, c'est-à-dire d'acquérir des biens dans du résidentiel normal, mais de permettre effectivement une mixité et éviter d'avoir des logements dits sociaux ou HLM, tels qu'on peut en voir l'image en France, qui permet d'avoir en fait une dissémination des gens qui ont des besoins sociaux peut-être plus importants, mais d'être disséminés dans la population, et qui me semble à long terme une meilleure solution que de créer des immeubles dédiés. Ceci dit, je pense qu'étant donné les besoins qu'il y a au Luxembourg, ça suppose d'avoir effectivement une création d'immobilier social à un rythme qui soit beaucoup plus important. Mais moi, je constate, et j'ai un dossier en ce moment avec Inowai pour pouvoir acquérir des biens, et les nouvelles normes et le nouveau cahier des charges qu'a sorti l'État, ça veut s'appliquer principalement aux grands promoteurs, aux communes, pour pouvoir respecter un certain nombre de standards, font qu'on a limité le financement qui n'est plus à 75% sur le terrain, puisqu'ils considèrent qu'il y a une limitation qui est plafonnée à 25% de l'acquisition. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'achète à Esch-sur-Alzette, par exemple, je me retrouve avec des coûts de terrain qui représentent 36%, 38%, et donc je n'ai plus 75% sur ce montant-là parce qu'il est plafonné par l'État. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où, pour maîtriser, soi-disant, le coût du terrain, qui est le vrai problème quand même du Luxembourg, je dis toujours à mes amis, on est au milieu de la forêt et on paye le prix du mètre carré comme on était à Paris. On a une action de l'État qui, finalement, essaie d'impliquer une réduction du prix du terrain à ceux qui acquièrent le terrain en minimisant les subsides, ce qui est aberrant. C'est-à-dire que la problématique, il faut la prendre à la source et non pas là. Et donc, moi, je suis un peu inquiet quand je vois les normes qui sont en train d'être mises en place en disant quelle est effectivement la hauteur du plafond, le prix du mètre carré du carrelage, etc. Ça devient... je pense que c'est une contrainte qui va entraîner des problèmes et un ralentissement. Et deuxièmement, pour un modèle économique par lequel, pour nous, on achète un résidentiel normal, on ne passe plus. On ne passe plus. Donc, je suis un peu inquiet de voir, et ça peut être
je vois qu'au niveau de Jean-Paul Sorène sur vis-à-vis de l'État, je crois qu'on a une action de l'État, de mon expérience, qui ne va pas dans le bon sens. Je connais bien le cahier des charges dont vous êtes en train de parler. Oui, c'est à nouveau une création qui a été faite, évidemment, parce il fallait quelque part définir la qualité des logements. Mais bon, on sait que les conventions qui ont été créées sur le logement abordable il y a 2 ans, c'était des mines d'or. Ça a créé des goûts parce qu'on avait des conditions extrêmement favorables pour acheter à 75% de subsides avec la possibilité de revendre après 20 ans. Donc on a essayé de limiter ces avantages. Et aujourd'hui, bon, évidemment, on va tellement ficeler, comme on fait toujours à l'État. On va vous dire, peut-être vous devez faire aussi des soumissions publiques, ou est-ce que vous ne devez pas faire encore les cahiers des charges en or, ou on va vous mettre des petites feuilles dans lesquelles vous devez ajouter des feuilles avant de pouvoir vous lancer. Mais on va vous mettre dans une situation où vous ne pouvez plus planifier votre acquisition. Donc c'est ça ce qui se passe. Donc la vraie volonté de vous faire agir avec votre ASBL, je trouve très louable que vous vous lancez avec une ASBL sur de l'immobilier, parce que c'est un gros risque, une ASBL. On doit savoir qu'on doit la couvrir avec tous ses membres de façon individuelle. Donc votre risque social que vous prenez là-dessus, je trouve ça très engageant. Je trouve que ce n'est pas le meilleur modèle pour l'immobilier, mais soit c'est un fait que vous le faites. Mais je trouve que vous donnez un carcan maintenant extrêmement sévère. Évidemment, ça limite les projets et ça ne nous permet pas de répondre aux projets. Et là, la question se pose, est-ce que simplement on a suffisamment de fonds pour tout ce qu'on a promis aux gens qui veulent se lancer avec des subsides à 75%? Est-ce que c'est un modèle qui est soutenable? Moi, je suis totalement convaincu qu'il n'est pas soutenable. Parce qu'avec 75% de subventions, vous n'arriverez jamais à financer tous les besoins qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on réduit les projets qu'on peut faire. Et vous vous trouvez dans votre situation. Vous avez de l'énergie, vous voulez faire quelque chose, vous voulez avancer sur un dossier, et on vous casse les jambes ou l'herbe en dessous des pieds, parce qu'on vous met des conditions qui sont difficiles. On est un peu sur la même thématique de la hauteur du bâtiment d'ici et là. Donc, l'imaginatif n'a plus de place. Il faut du normatif. Et le normatif, évidemment, détruit toute initiative. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être? Eh bien, écoutez, on va remercier. Je vais vous demander de vous joindre à moi pour remercier nos speakers d'avoir fait le déplacement et nous avoir apporté leur éclairage. Et je vous invite à vous retrouver maintenant pour le cocktail.